There's Blake to Roy. This is for the Drexler. Oh, no! It counts, and Drexler. The Portland Trailblazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard down! Down! And the Blazers win the series for the first time in 14 years! Bonsoir, bienvenue sur Ripcast, le plus grand et le premier podcast francophone sur les Trailblazers. Je suis Florent, plus connu sous le hashtag ThePenDon'tLie. Petit clin d'œil bien entendu à cette superbe franchise qu'est les Blazers et bien sûr à The Shield. Mais je ne suis pas tout seul, je suis accompagné des éminents experts avec un Z comme Zach Collins, Adrien et Lilian. Bonsoir. Salut Florent, salut Adrien. Bonsoir. Alors voilà, écoutez, on va peut-être, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, et c'est un tort, peut-être vous présenter l'un après l'autre. Donc, au hasard, allez, Adrien, vu que ça commence par un A, dis-nous un peu qui tu es, quel compte Twitter tu représentes, parce que tu représentes un compte Twitter de la franchise. Pourquoi cette franchise, pourquoi tu aimes cette franchise, depuis combien de temps, et puis voilà, vas-y, on t'écoute, allonge-toi sur le divan. Alors, donc enchanté, donc moi c'est Adrien, je m'occupe du compte Blazers FR depuis maintenant depuis mars 2019 en fait, j'ai repris le compte récemment. Avant je m'occupais d'un compte qui s'appelait Trailblazers FR, donc j'étais autour des 1500, 1600 par là, que j'ai commencé été 2017 et donc voilà, en fait j'avais mon compte perso et en fait je faisais que tweeter sur Portland, donc à un moment donné mes potes ils m'ont dit c'est un compte. Et donc j'ai créé ce compte-là. Et pour l'histoire des Blazers, j'ai commencé à m'intéresser très tard au basket. Moi, j'ai commencé courant 2012-2013. Et donc j'ai suivi les Blazers pour Batum, parce que voilà, c'était un Français, donc j'ai suivi un peu. Je voulais suivre un peu ce que faisaient les Français. Et après, j'ai commencé à vachement kiffer l'équipe de l'époque avec Wes Matthews, Robin Lopez, Marcus Aldridge et compagnie, et Lillard. Et après, j'ai pas lâché, je me suis intéressé à toute l'histoire de la franchise, etc. Et j'ai pas lâché, quoi. Jusqu'à maintenant. C'est très très bien. Et toi alors, Lilian, raconte-nous tout. Alors moi je m'occupe du compte qui est @BlazersFrance. J'ai ouvert le compte en début d'année dernière, au début de la saison, c'est en septembre de la même époque. Et donc un peu comme Adrien, j'ai commencé à suivre la franchise courant 2012-2013. Et peut-être comme lui d'ailleurs, je suis tombé vraiment amoureux de la franchise le jour où Lillard a mis son shoot contre Houston en playoff. Et donc je m'occupe du compte. J'ai également un site internet blazers.fr où d'ailleurs je me fais un peu de pub. Vous pouvez retrouver le dernier article que vous pouvez retrouver, c'est une interview avec Mike Richman, qui est un des insiders de la franchise, où on aborde un peu l'intersaison 2019. C'est très bien tout ça. Écoutez les amis, on va tout simplement commencer la première émission, on va rentrer dans le vif du sujet, on va faire un truc très simple, on va parler de l'intersaison, de l'été des Trailblazers, avec les arrivées, les départs, les prolongations, etc. On est parti, vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. I mean my city and family so rich in history. Greatness in my DNA, it's time for y'all epiphany. Backbeat to the crowd though, I gotta lead the symphony. A big difference when you make it and when you arrive. These days the finest things strip me through the size. Et tout de suite, nous allons donc parler de l'été des Trailblazers. On va commencer tout simplement par, malheureusement, ceux qui ne le sont plus, les départs. Donc, je vais faire un petit récapitulatif vite fait. Nous avons perdu Evan Turner, Al-Farouq Aminu, Myers Leonard. Bon, ça, on a perdu sa femme surtout, qui était la meilleure des deux. Mo Harkless, Enes Kanter qui est parti aux Celtics, Seth Curry à Dallas et le beau gosse Jack Lehman qui est parti aux Timberwolves. Alors les gars, un peu, qu'est-ce que vous pensez de ces départs, qui étaient un peu logiques en fonction du salary cap, on ne pouvait pas garder tout le monde, mais je ne sais pas, quels sont pour vous les départs qui vous marquent le plus en termes d'affectifs ou en termes de jeu également, je ne sais pas, Lilian, qu'en penses-tu? Les départs les plus significatifs, je pense, c'est le départ de nos deux meilleurs défenseurs, qui étaient Mo Harkless et Al-Farouq Aminu. Mon Aminu qui est parti en agent libre à Orlando, qui lui propose un meilleur contrat, on pouvait pas s'aligner dessus.
Et Mo Harkless qu'on a décidé d'échanger pour quelqu'un qu'on parlera juste après, je pense. Je pense que c'est les deux départs qui vont affecter le plus le niveau de jeu de l'équipe, étant donné que, comme je l'ai dit, c'était les deux meilleurs défenseurs, c'était vraiment notre socle défensif. Ensuite, Jake Layman a fait plutôt une bonne saison pour sa première véritable saison NBA avec du temps de jeu, mais je pense pas qu'il n'était pas non plus indispensable à notre équipe. On perd Evan Turner, qui on a peut-être enfin réussi la saison dernière à lui trouver un semblant de rôle, même si il apportait pas autant qui nous faisait perdre en fait. Et puis Myers Leonard, c'était un peu le chouchou de l'équipe, notre mascotte, qui a fait une belle saison. Franchement, on peut lui rendre ça, au moins sur les quelques minutes où il a joué, il a plus ou moins toujours bien contribué. Donc il y a des départs importants, il y a des départs logiques, et c'est surtout qu'on pouvait pas retenir tout le monde avec le salarié, et c'est surtout que Neil Olshey a pris des décisions, pris des décisions pour tenter d'améliorer l'équipe, et surtout ça quelque part amène une année de transition avant un été 2020 où l'équipe sera à nouveau modulée, je pense. Et toi, Adrien, tu es d'accord? Bon, c'est vrai que Turner et Aminou, c'est vrai que c'est deux départs assez importants parce qu'ils étaient importants notamment dans le jeu. Que penses-tu? Je sais pas, le départ d'Enes Kanter qui a été un petit peu la mascotte pendant quelques semaines pendant les playoffs. Tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Ou le départ de Seth Curry qui a apporté beaucoup. Toi, les départs, t'en penses quoi? Il y avait des choix à faire. Tu penses qu'ils ont été bons du côté du GM? Ouais, bah, moi je pense que les départs les plus importants au niveau du jeu, ça va être Aminou et Harkless, parce que voilà, ils apportaient beaucoup de versatilité et de défense dans cette équipe-là, et je pense que c'était les compléments parfaits, un backcourt Lillard McCollum avec Nurkic à l'intérieur. Après, pour ce qui est du côté affectif, moi c'est Myers Leonard qui me vient tout de suite. Voilà, même si on l'a beaucoup décrié, voilà, c'est quand même un ancien qui est là depuis 2012, c'est la même draft que Lillard. Et mine de rien, c'est vrai que sa dernière saison est bonne, malgré les petites minutes qu'il a eues. Sa dernière saison est bonne. Il fait une bonne campagne de playoffs avec une belle série contre les Warriors. Même si on s'est sweepé, il fait une belle série quand même contre les Warriors. Et Myers Leonard, il a manqué quand même, même si voilà, tous les ans, dans son départ, quand on voit qu'il est transféré, ça fait quand même un peu mal au cœur. Après, Enes Kanter, moi personnellement, je suis tombé amoureux pendant toute la période où il était à Portland. Ses playoffs sont incroyables, etc. Après, il y a la blessure à Clay Paul, il joue blessé, etc. Il y a toute ta campagne de playoffs est incroyable. Seth Curry aussi, mais bon, Seth Curry, je suis pas triste du départ de Seth Curry. Voilà, c'est un joueur qu'on aime bien, mais qui est pas indispensable. Et je pense que sa présence limitait le développement d'Anthony Simons. Donc je pense que c'est une bonne chose qui s'en aille. Jake Layman, voilà, je suis pas non plus attristé à un point de le voir partir. Et voilà, Evan Turner, comment dire, ouais, il commence à trouver un rôle. Il avait un rôle important, mais pas non plus indispensable. Donc voilà, je pense qu'on a bien géré notre intersaison. Ouais, bah c'est vrai que Leonard, on le taquine énormément, mais on aimait bien quand même ce bon gars. Et puis Enes Kanter, forcément, on a tous été très amoureux de lui pendant ces playoffs parce qu'il nous a quand même rendu de très très bons services, notamment face aux Warriors qui, rappelons, sont vice-champions, les champions étant les Raptors. Bah ça c'est un petit peu les départs, voilà, qui sont quand même nombreux, mais on pouvait pas re-signer tout le monde, garder tout le monde en raison du salary cap. Mais puis maintenant on a aussi des nouveaux, des néo-Trailblazers, dont on va évoquer tout de suite. Et donc en parlant des arrivées, je vais vous les lister. Donc Ken Bazemore qui est principalement l'une des grosses arrivées, Marion Ejanza et aussi Anthony Tolliver et deux joueurs dont je pense on va beaucoup parler, qui sont d'ailleurs au même poste, Pau Gasol, l'Espagnol, qui arrive au minimum, et Hassan Whiteside. Deux pivots, on va peut-être parler d'eux, ce sont deux joueurs qui n'auront pas du tout la même mission, mais qui auront beaucoup de boulot, puisqu'on, rappelons-le, Nurkic va rater une bonne partie de la saison, puisqu'il est malheureusement blessé. Parlons-en en premier, puisqu'il a fait parler beaucoup d'encre. Hassan Whiteside, et alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon coup, mauvais coup,
voilà, il a sa petite réputation quand même à Miami, joueur qui est un petit peu capricieux, qui est capable du meilleur, surtout du pire. Voilà, vous, Hassan Whiteside, allez-y, jetez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est difficile de juger déjà si ce sera un bon ou un mauvais coup avant même qu'il ait joué. Après, je pense que c'était impératif qu'on prenne un pivot avec la blessure de Nurkic il reviendra pas avant normalement le mois de février-mars. Donc on n'avait pas de pivot titulaire à placer sur le terrain. Et je trouve Neil Oshie nous avait promis de faire des fireworks pendant l'été. Et ben il nous a pas menti parce que c'est quand même un gros, je trouve personnellement, un gros coup d'attirer Hassan Whiteside qui, bon, même s'il a fait après son gros contrat à Miami 2 saisons en demi-teinte, il va quand même nous apporter énormément dans des secteurs du jeu qui à Portland qui comptent toujours comme le rebond. C'est quand même un redoutable finisseur à l'intérieur. Ce sera également un bon complément avec Lillard pour jouer sur pick and roll. On sait que la relation entre Lillard et Nurkic l'année dernière a été très importante pour l'équipe. Donc on va peut-être retrouver cette relation avec Whiteside. Et bon, c'est sûr que c'est quand même un joueur qui est à l'opposé de Nurkic. Il va pas pouvoir nous apporter comme Nurkic le faisait en étant poste haut, à distribuer des passes pour les différents joueurs qui cut. C'est aussi un joueur qui rechigne souvent à venir poser des écrans, alors que c'est une des bases du jeu de Portland qui fonctionne beaucoup avec des shoots en sortie d'écran. Donc ça, ce sera, et puis c'est surtout aussi son mental qui sera surveillé. C'est que sa motivation et son caractère ont beaucoup été critiqués de la part des fans et de la franchise de Miami. Mais bon, on peut peut-être compter sur Lillard et McCollum qui sont a priori de bons amis à Whiteside pour peut-être le remettre dans le droit chemin. Et puis il faut rappeler qu'il est aussi en année de contrat, donc le pépère faudra quand même qu'il se motive. Et toi, qu'en penses-tu? Alors, moi personnellement, je suis très hypé par le joueur. Je pense que voilà, c'est un joueur qui a du talent, c'est indéniable. Après, l'homme est pas mal remis en question. Voilà, moi je pense honnêtement, Portland c'est le contexte parfait pour permettre à Hassan de s'exprimer, de se développer, d'être performant. On est réputé quand même pour être voilà une franchise assez stable depuis quelques années et avec voilà, Scott est là depuis 2012. Neil Oshie aussi, Lillard est arrivé en 2012 et voilà, on a un bon groupe, on a un vestiaire qui est sain, hein, on a quand même une franchise on n'est pas dans un gros marché, etc. Je pense qu'il a tout pour bien marcher à Portland. Je pense qu'il aura il aura des systèmes pour lui. Et voilà, il y a le pic avec Lillard, il aura un rôle à jouer clairement jusqu'à ce que Nurkic revienne courant janvier 2020. Voilà, je pense. Après, est-ce que ça va fitter? Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est un bon joueur et je pense que ça va fitter. Bah écoute, en tout cas, on espère. Ouais, il y aura en tout cas un gros boulot du travail de Terry Stotts et sans doute aussi de Lillard qui communique avec les joueurs pour essayer d'intérêt. En tout cas, vous avez dit que c'était un gros coup. C'est même un coup surprise parce que il n'y avait pas de rumeur, on l'a pas vu venir ce coup-là. Je pense que à moins que vous ayez eu vous vent d'infos, mais vraiment on l'a pas vu venir et c'est un gros coup. Bah, on avait besoin d'un pivot, on verra bien comment ça se passe. Comme vous avez dit, hein, c'est sa dernière année, il a des choses à prouver, il va falloir qu'il soit travailleur, c'est un peu ce qui lui manquait, mais en tout cas on lui souhaite le meilleur et on va voir ce que ça donne, notamment sur les pick and roll, ça peut être intéressant. Et puis peut-être que pour faire la transition, peut-être que le vieux Gasol va lui mettre un peu de poing dans la tête. Vous pensez quoi de cette signature qui est, c'est clairement pas la signature qui sportivement va nous faire basculer, mais peut-être que voilà, il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a beaucoup de jeunes pivots notamment ou d'intérieur. Peut-être que cette petite signature va mettre du poing dans la tête, non? Qu'est-ce que Adrien, par exemple, toi, Pau Gasol, as-tu déjà le maillot commandé? Non, pas encore. Je pense pas qu'il arrivera du tout d'ailleurs, mais oui, ça reste un espagnol. Et du coup, pas Gasol, je pense que voilà. Est-ce que tu penses pas que c'est le mentor idéal pour Hassan Whiteside, pour reformuler ma question? Whiteside, pour Nurkic et même pour Zach Collins, je pense que c'est le mentor idéal. Je pense qu'on l'a pris justement directement pour ce rôle-là et pour pas grand-chose d'autre. Je pense pas qu'il aura fait de minutes. Je pense pas qu'il va jouer beaucoup. Enfin, en l'absence de Nurkic, il aura peut-être quelques minutes, etc. Mais je pense que c'est surtout pour encadrer Nurkic, Whiteside et Zach Collins. Je pense que dans ce sens-là,
une très bonne chose. Ouais, il faudra aussi voir ensuite la problématique ou pas, justement, quand Nurkic va revenir, comment ça va cohabiter entre lui et Whiteside. On verra, c'est un peu l'une des grandes interrogations de la saison. Et puis une autre arrivée quand même assez importante, c'est l'arrivée de Ken Bazemore, qui est globalement arrivé en échange d'Evan Turner, tous les deux à peu près le même montant, tous les deux Ken Bazemore est en dernière année, si je dis pas de bêtises, de contrat. Vous me dites si je dis une bêtise, mais je ne pense pas. Qu'est-ce que vous pensez de Ken Bazemore, qui lui, par contre, par rapport à Pau Gasol, risque d'avoir du temps de jeu? Je sais pas, Lilian, qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là, titulaire, pas titulaire? Qu'est-ce que tu penses un peu de l'arrivée, notamment au scoring, qu'il peut faire? J'aime beaucoup le fit de Ken Bazemore à Portland parce que je trouve qu'il va vraiment venir colmater les brèches. Enfin, nos petits problèmes qu'on a eu tout au long de l'année, va venir les colmater, je pense. C'est un super shooter à 3 points. C'est un bon shooter à 3 points, notamment en catch and shoot. Il est très polyvalent par sa longueur. Il peut jouer, alors c'est un poste 2, il peut peut-être jouer sur le poste 3 face à des ailiers de petite taille. Il a une bonne activité en défense. C'est un bon défenseur d'équipe, je trouve. Et en même temps, c'est quelqu'un qui va pouvoir un peu remplacer Evan Turner dans le vestiaire. C'est quand même quelqu'un qui est un bon communicant, qui était un vétéran respecté aux Hawks. Donc je pense qu'il va bien s'intégrer à l'équipe. Après, est-ce qu'il peut prétendre à une place de titulaire? D'après les dernières rumeurs qui circulent, ce serait plutôt Rodney Hood qui pencherait pour le poste de titulaire. Parce qu'il, malgré tout, pour être titulaire au poste ailier, il manque d'un peu de taille. Et c'est peut-être ce qui lui fera défaut. Mais ce qui est bien aussi en étant s'il est peut-être placé en tant que remplaçant, c'est qu'il est capable d'être un porteur de balle, on va dire secondaire. Il va pas tenir la balle plusieurs possessions d'affilée, mais il est capable sur quelques possessions, il est capable de porter le ballon. Et ça va peut-être être intéressant dans la perspective où il va être associé certainement en Anthony Simons dans le backcourt. Et on en discutera peut-être après. Mais peut-être que Simons n'aura pas tout le temps les responsabilités de tenir la balle pour lui qui va être le backup de Lillard cette saison. Ouais, puis je pense aussi que Evan Turner, on avait un peu fait le tour finalement, et on voyait bien qu'il jouait pas, enfin il avait son utilité, mais on a vu quand même en playoff qu'il coinçait un peu, qu'il jouait pas tant que ça. Ken Bazemore, va apporter du shoot, c'est sûr. En tout cas, va être un renforcement à l'extérieur. Ce sera toujours avantageux avec un peu d'expérience. C'est un pari osé, mais c'est un pari qui peut marcher. Et sinon, est-ce que vous avez, je sais pas, sur Mario Ezonza ou Anthony Tolliver, est-ce que vous avez, ou pas d'ailleurs, une petite remarque à faire? Qu'est-ce que vous pensez de ces deux arrivées, entre guillemets? Enfin oui, ces deux arrivées. Je sais pas, vous avez quelque chose à dire? Moi, je vous écoute. Je trouve le fit de Ezonia assez intriguant parce que c'est un joueur qui a toujours pas réellement trouvé sa place dans la ligue, qui a fait une saison assez productive aux Knicks, même s'il a souvent alterné entre le banc et le 5 majeur. C'est un joueur qui est capable, je trouve, de faire plein de bonnes choses sur le parquet. Il s'est tiré, il a une bonne vision de jeu, il s'est passé, il a un bon jeu en transition, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui est, bon, on va dire sur ses 3 premières saisons, on va dire qu'il a été correct et encore, mais je trouve que c'est le genre de joueur qui dans des mauvaises équipes va être mauvais parce qu'on va lui demander de faire des choses dont il n'est pas capable de faire en fait. Et c'est typiquement le genre de joueur, si on lui donne un vrai rôle bien précis, et il va peut-être pouvoir s'épanouir. Et c'est justement à Portland, il va avoir un rôle où il n'aura pas une tonne de minutes, il n'aura pas une tonne de ballons, mais il aura un rôle bien défini et c'est peut-être là où il va pouvoir s'épanouir. Ouais, je suis d'accord, c'est dans le même, disons que c'est un peu la même branche de joueurs que Whiteside. C'est des joueurs qui ont besoin d'un effectif stable et d'un collectif bien rodé pour pouvoir briller. Le même genre que Whiteside, c'est un joueur qui marche à la tête aussi beaucoup, j'ai l'impression. Ezonia, pourquoi pas, c'est un top 5 de draft, c'est un joueur qui a du ballon, faudra voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien les Tolliver aussi. J'aime bien Tolliver, c'est dans la même lignée du recrutement de Ken Bazemore. Voilà, c'est des vétérans, c'est de l'expérience, c'est des gars qui vont arriver, qui vont pas, voilà, qui vont avoir leurs minutes et ça va descendre, ça va mettre des 3, ça va pas, enfin, voilà. Je pense que
tout le recrutement est très intéressant et je pense que ça va super bien fitter. Et, voilà, que ce soit Tolliver, que ce soit Bazemore. On était un des rosters avec la moyenne d'âge la plus basse, je crois, l'année dernière. Et avec les arrivées de Tolliver, Bazemore, Gasol, elle est en train de remonter. Et je pense que c'est dans ça va dans le sens de nos objectifs. Je pense que l'objectif il est clair maintenant, c'est d'être champion. Et pour être champion, il faut de l'expérience et des vétérans. Et je pense que c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a été chercher du moins cet été. Et je pense que c'est une très bonne intersaison. Après, si on peut tirer peut-être un bilan de toutes ces arrivées, il y a quand même beaucoup de paris dans tout ce qu'on tente parce que, bon, comme on l'a dit, Whiteside, il sort de 2 saisons vraiment moyennes. Bazemore, il est dans sa dernière année de contrat et il a quand même pas joué la majorité de la saison à cause d'une blessure à la cheville. Et Zonia, bon, voilà, ça fait 3 ans qu'il est en NBA, mais qu'il a jamais forcément prouvé. Tolliver, Tolliver, on sait ce qu'on aura, c'est un vétéran qui va rentrer des 3, mais qui jouera pas plus de 15 minutes par match et pareil, Pau Gasol, il vient d'une année où il a quasiment pas joué, quoi. Ouais. Après, comme tu dis, ce sont des paris. Vas-y, je t'en prie. Ouais, non, Zonia et Whiteside, je pense qu'on peut considérer ça comme des paris. Après, sur Bazemore et sur Tolliver, je suis pas trop d'accord. Je pense que c'est des genres, justement, on sait à quoi s'attendre avec eux et on sera pas surpris et on sera pas déçu. Mais pour Zonia et Whiteside, oui, ça c'est des paris. Et après, Gasol, moi, je t'avoue que j'ai pas trop pensé à l'aspect jeu, hein. Moi, je pense juste à l'aspect montant, en fait. Moi, je le vois juste dans le vestiaire et sur les bancs. Donc, voilà. Absolument. Après, sur le côté pari pour tous ces joueurs-là, il y a un avantage, c'est que le risque est assez faible parce qu'à la fin de la saison, ils sont quasiment tous sans contrat. Ah, c'est clair, tous les joueurs-là, de toute manière, c'est des joueurs qu'on devrait, à mon avis, qu'on ne reverra pas l'année suivante. Ce sont tous des joueurs qui vont venir 1 an et qui après signeront dans d'autres équipes. Donc si ça marche, on peut peut-être essayer de les garder. Si ça marche pas, de toute façon, ils partiront. Ils vont pas plomber l'effectif sur 4-5 ans avec des gros contrats. Donc c'est un risque, je dirais, avec voilà, un risque limité quand même. Parce que au pire, si ça matche pas, c'est pas grave. On fera suivre droit pour les amateurs de Tinder. Mais pour revenir maintenant un petit peu plus à des considérations de basket, il y a, c'est pas une arrivée, c'est pas non plus forcément, c'est pas une arrivée parce qu'il était déjà là depuis un petit moment, mais de pas si longtemps que ça non plus. C'est Rodney Hood, donc qui a prolongé sur 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez de joueur qui a déjà quelques minutes avec le maillot de Portland? Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, est-ce que pour vous c'était une bonne prolongation? Une prolongation un peu surprise, je pense. Vous me le direz ou non. Le montant, c'est 14 millions, je crois, sur 2 ans. Pour vous, c'est trop, c'est pas assez, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est pas redondant? Je sais pas. Adrien, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est même moins que 14. Bien sûr que tous les jours, mais c'est même moins que en fait. C'est à peine 12 millions. Voilà, Woj s'est trompé. Sur le. C'est à hauteur de la mid-level exception. Donc, comment? C'est à hauteur de la mid-level exception qui était à 7,2 millions, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, franchement, c'est peut-être le joueur que je voulais le plus garder de ceux des joueurs qui étaient free agent cet été. Il a fait une campagne de playoff exceptionnelle, franchement. Sa campagne de playoff, elle est monstrueuse. Et on parlait de Bazemore, on se demandait s'il allait débuter, s'il n'allait pas débuter. La tendance, en effet, c'est plutôt Hood qui devrait débuter. Mais moi, j'ai envie de le voir voilà, en tant que six-man, vraiment, en tant que histoire de caler la second unit et tourner, voilà, je sais pas, 12-13 points par match ou voire plus, si affinité. Et moi, j'ai vraiment envie de le voir balle en main et en second unit. J'ai envie de le voir briller vraiment en sortie de banc plutôt que de cantonner à un rôle de 3&D qui touche peu de ballon, etc. J'ai envie de le voir balle en main et j'ai envie de le voir en sortie de banc. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis du même avec toi. J'ai peur que le fait de l'installer dans le 5 majeur le bride un petit peu, qu'il soit obligé de jouer plus sans ballon, alors qu'on sait que son jeu sans ballon n'est pas exceptionnel. C'est pas un joueur qui joue sans le ballon. Après, s'il est titularisé, il pourra peut-être quand même profiter des espaces engendrés par Lillard et McCollum. Et ce sera néanmoins une plus-value au shoot comparé à Mo Harkless, qui le remplacera numériquement dans le 5. Mais je suis d'accord avec toi. Après,
on parlera peut-être des rotations plus tard, mais je pense que Wood sera, s'il est intronisé dans le 5 majeur, sera peut-être le joueur qui sortira en premier pour revenir plus tôt avec leur remplaçant et ainsi évoluer avec la seconde unité et avoir plus le ballon en main. Ouais, après, on sait que ce que Stott aime bien faire aussi, je pense qu'il va continuer aussi cette année, c'est au bout de 6-7 minutes, il fait sortir soit Lillard, soit McCollum. Donc si tu fais sortir soit Lillard, soit McCollum, plus, après tu fais sortir Wood. Bon, en fait, je pense que si tu pars avec un 5 Lillard, McCollum, Wood, après éventuellement Zach Collins et Sam Whiteside, la seconde unit, je pense que offensivement c'est un peu tendu, quoi. Simons, après tu partirais avec bon, après on sait que la seconde unit c'est soit t'auras toujours sur le terrain de toute façon soit Lillard soit McCollum, donc ça ferait Simons éventuellement plus McCollum ou Lillard et Ken Bazemore. Moi je préférerais en tout cas Rodney Hood en seconde unit. Donc c'est clair. Après l'année dernière, on a aussi souffert offensivement avec la seconde unit avant l'arrivée de Hood et Kanter à la trade deadline. Steph Curry ne mettait pas un shoot. C'était Zach Collins, c'était compliqué. Myers Leonard aussi. Et donc je pense après souvent Stott, on croit souvent que Stott base ses équipes sur l'offensive, mais je pense que en fait pour la seconde unit, il cherche surtout des défenseurs. Et je pense qu'on compte énormément, peut-être un peu trop, mais on compte énormément sur Simons pour assurer le scoring. Dans un rôle un peu similaire à Curry l'année dernière. Est-ce que vous pensez pas quand même que globalement, quand on voit les départs et les arrivées, l'équipe a sacrifié un petit peu la défense pour renforcer son attaque en assumant clairement, on va être très offensif, quitte à avoir une défense un peu plus faible. Non, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bah c'est clair quand tu sais que défensivement on paraît quand même moins fort, non? Ah bah c'est clair, quand t'as perdu tes deux meilleurs défenseurs et que t'as pas l'air de les avoir remplacés numériquement, tu parais moins fort défensivement. Le problème, je trouve, c'est qu'on a un peu des profils, soit on a des profils d'arrière avec Bazemore, avec Hood aussi qui a un arrière ailier, soit on a des profils plutôt sur le front court avec Collins, avec Labissière, avec Whiteside. Et en fait, on n'a pas de véritable ailier qui fasse 2 mètres, qui ait des bras gigantesques. Et déjà par le passé, on souffrait énormément dès qu'on recevait LeBron, Paul George, Kevin Durant. Mais en fait, dans l'équipe, je vois même pas quel joueur pourrait prétendre défendre sur ce type de joueur. Et donc, c'est clair que l'année prochaine, on va miser sur marquer plus de points que l'adversaire. Ouais, il y a Nasser Little, quoi. Mais bon, il vient juste d'arriver en NBA, pas sûr qu'il ait fait minutes. Il y a Nasser Little sur le profil. Mais c'est vrai que Moarclès et Aminon n'ont pas été remplacés, en fait. Ouais. Après, c'est un parti pris du côté du GM et on souhaite que ça marche, mais l'essentiel sera de toute façon de jouer et de fonctionner le pick and roll. Mais en tout cas, c'était intéressant vos avis. Et il y a un type qui va devoir gérer tout ça, c'est Terry Stotts, prolongé jusqu'en 2022. Qu'est-ce que ça vous tente? Qu'est-ce que ça vous dit? Après, il faut reconnaître quand même qu'il fait du bon boulot. Il a été critiqué aussi, mais il s'entend très bien avec les joueurs. On sait qu'il a une très très bonne relation avec Damian Lillard. C'est quand même toujours très important. Il fait quand même du plutôt bon boulot. L'équipe est quand même tout le temps en play-off, malgré les avis des experts à chaque fois en début de saison. Terry Stotts en 2022, ça vous branche, Adrien? Ouais, grave. Il fait, comme tu as dit, il fait du très bon boulot. Il est arrivé, comme je l'ai dit juste avant, il arrive en 2012 en même temps que Neil Olshey et que Damian Lillard. Il a le même agent que Neil Olshey. Neil Olshey lui a été prolongé jusqu'en 2024, du coup jusqu'en 2022. S'il va jusqu'au bout de son contrat, ça fait 10 ans quand même pour la même franchise. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de coachs actuellement où ça fait 30 ans. Voilà. C'est un vétéran c'est ça. Pour les coachs. C'est ça, depuis 2012, on va en play-off presque tous les ans. Voilà, on est performant. On a passé un tour. L'année dernière, on a été en finale de conférence. Donc, ce qui était plus arrivé depuis 2000. Donc non, c'est dans la suite logique et je pense que le rayonnement d'une franchise est dû aussi à la stabilité de son front office. Et donc, ça va du GM jusqu'au franchise player, jusqu'au coach. Donc, je pense que c'est logique et on ne peut que se réjouir de cette prolongation. Ce qui est assez paradoxal, c'est que
Quasiment un an auparavant, à la même époque, on parlait d'un probable licenciement de Stott. Et qu'aujourd'hui, il est prolongé. Ouais, on parlait aussi éventuellement de la tête du GM, qui a pas dû passer très très loin quand même. On sait qu'il y a une petite pression. Plus de Nail Olsi que de Terry Stott. Moi, j'ai pas trop vu passer de rumeurs concernant la tête de Stott. Plus de Nail Olsi, par contre. Après, en général, quand le GM est coupé, ça se sent jamais très très bon pour le coach, parce qu'en général, le nouveau GM aime pas trop le coach qui était là avant lui, par principe. Donc Terry Stotts aurait pu voir sa tête coupée un peu par cascade, par un effet domino. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, il est surtout très apprécié des joueurs, ça c'est important. C'est aussi important, il est très apprécié de Lillard. Il y a quand même une volonté claire de le garder jusqu'au bout. C'est toujours bien de mettre dans ses petits papiers sa star, avec si possible un coach avec qui il s'entend bien, et surtout avec qui il a des bons résultats. Sinon, écoutez, je sais pas, est-ce que globalement, petite question, tiens, est-ce que vous pensez que Portland 2019-2020 est plus fort que Portland 2018-2019? Lilian, à ton avis? Ah, ça c'est vraiment la question piège. Hein. C'est une question compliquée. Je pense que sur la saison régulière, on va pas perdre tant que ça. Après, on va quand même énormément dépendre du fit de Whiteside. Si ça marche, on va faire je pense, une saison du même acabit. Même ce qui va changer par rapport aux saisons précédentes, c'est que cette année, on a complètement bouleversé notre stabilité, contrairement aux années précédentes où on faisait toujours des bons débuts de saison par rapport à d'autres équipes qui avaient, par exemple, changé leur roster. Mais cette saison, c'est nous qui allons devoir nous adapter. Donc ça va être intéressant à suivre. Après, voilà, pour la saison régulière, je pense que ça ira. Le gros questionnement, ça sera pour les playoffs, quoi. Quid de l'intégration de Nurkic avec Whiteside? Est-ce qu'au final, on aura eu un upgrade sur les ailes avec Rodney Hood en titulaire ou Ken Bazemore? C'est beaucoup de questions auxquelles on n'a pas la réponse et je pense que même Stott n'a pas la réponse. Et donc voilà. Après, la conférence Ouest s'est tellement renforcée que déjà on va déjà voir si la course pour les playoffs va être acharnée. Il faudra déjà s'occuper d'obtenir le plus de victoires possible pour avoir le meilleur classement. Oui, c'est aussi la problématique, c'est que peut-être que nous on s'est renforcé ou pas, mais en tout cas la conférence, ça c'est sûr, elle est beaucoup plus compliquée. Du coup, Adrien, par exemple, toi, on va jouer aller un peu au pronostic. Comment tu vois l'équipe la saison prochaine? Top 8, pas top 8 déjà, et tu les situes quoi? Plutôt 8-6, 6-4, premier de conférence? On t'écoute. Ouais, top 8, oui. Après, 6-4. La 4e et la 6e place. Après, ouais, comme a dit Lilian, faudra surtout voir comment va revenir Nurkic, quand il va revenir, et Whiteside, qui vraisemblablement jusqu'à janvier 2020 sera le pivot titulaire, il va devoir peut-être basculer sur le banc après le retour en forme de Nurkic. Donc, faut savoir aussi comment ça va se passer lui, s'il va pouvoir gérer ça. Et après, on n'a pas parlé du calendrier aussi, mais notre début de saison est très compliqué en termes de calendrier. Et comme vous l'avez dit, l'Ouest, ça va être l'enfer cette année, donc c'est compliqué. Est-ce qu'on est meilleur qu'en la saison 2018-2019? Day one, non, ça c'est sûr. Après, on n'a jamais autant bougé que cet été, et donc oui, il va y avoir tout un processus d'adaptation avec toute l'équipe. Et une fois que Nurkic sera revenu, on va dire janvier-février 2020, et post-All-Star Game, ça va être intéressant de se rendre compte ce qu'on peut donner. Moi, je dirais top 6. Top 6, ouais, top 6. Ouais, c'est bien de te mouiller parce que de toute façon, j'aimerais bien savoir qui va se qualifier en play-off et dans quel ordre. Parce que c'est vrai qu'à l'Ouest, c'est pire que Fortnite. Ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que, comme j'ai dit, on a un début de saison qui est très compliqué. Donc, si on part mal et qu'ensuite, après, ça va être compliqué de se refaire. Bon, après, nos runs post-All-Star Game, sont toujours très bons. Il faudra voir comment ça va se passer le retour de Nurkic. Il faudra voir les adaptations de Tolliver. Il faudra voir aussi l'état de santé de Zach Collins qui est pressenti pour starter.
Il y a plein de facteurs comment dirais-je pas, on n'a pas trop de certitude, quoi. On n'a pas vraiment de certitude comme chaque année où on sait plus ou moins ce que ça va donner parce qu'on ne bouge pas trop. Là, c'est un vrai questionnement. On ne sait pas trop comment ça va être, mais voilà, moi on connaît l'âme de cette équipe et on sait que voilà, on sera là, quoi qu'il arrive, on sera là. Oui, après il y a toujours malheureusement les facteurs blessures aussi qui peuvent foutre en l'air une saison. Aussi, ouais. Un petit point ensuite, Anthony Simons qui aura sans doute un rôle important à jouer. On parle de plus en plus de lui en backup à la main. Vous en pensez quoi du joueur, mais aussi un peu de ce choix de trouver un meneur bis, un peu indispensable aussi pour souffler Lillard, mais De toute façon, je ne trouvais pas nécessaire cette année de reprendre un backup meneur comme Seth Curry, parce que de toute manière, derrière Lillard et McCollum, il n'y a jamais beaucoup de temps derrière les guards. On a vu les derniers qui se sont succédés comme Shabazz Napier, où il avait que des miettes à se mettre sous la dent. Donc je pense que c'est bien d'avoir mis une année rookie où Simons a joué tous les garbage time, où il a fait on a eu le dernier match de la saison régulière où il a fait un carton. Je trouve que c'est bien. On va l'insérer avec peu de minutes. Et je pense que surtout, on va l'insérer dans un rôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, similaire à Seth Curry, où il faudra surtout qu'il score, en fait. On va surtout lui demander de toute façon, on l'a appris, c'est un profil de score dynamique qui peut scorer sur pull-up, qui peut driver, qui est surtout un gros crosser. Et je pense pas qu'on va tellement lui demander de remonter la balle, de gérer l'équipe, de faire des passes d'ess. Il aura de toute manière toujours un playmaker peut-être à niveau supérieur. On a parlé McCollum qui joue souvent avec la seconde unit, même Bazemore qui peut porter la balle, même Hood. Et donc, je pense que surtout, Simon, son but, ça va être de rentrer ses tirs. Et s'il le fait, ça sera déjà très bien. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec Lilian. Cette histoire du backup autour de Lillard, ça fait des années qu'on essaie de lui en trouver un et ça marche pas. Ils sont succédés un par un et ça a jamais marché, que ce soit Wade Baldwin qui a essayé, Shabazz Napier, avant c'est une 13e. Comme je l'ai dit précédemment, Stott, ce qu'il aime faire, c'est toujours c'est soit Lillard, soit sur le terrain, et dans la seconde unit, c'est toujours l'un des deux qui a la main. Et donc, je pense que c'est un combo qu'il leur faut à côté, un combo qui va mettre ses tirs, qui va, voilà. Donc, je pense que Anthony Simons, il a ce profil-là. Après, il a déclaré qu'il bossait vachement sur ses point guard skills, on va dire, sur quoi. Il bosse sur ça. Mais voilà, moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est surtout un combo qu'il faut pour accompagner l'un des deux en second unit. Et je pense qu'il a ce profil-là. On lui fait confiance. On lui fait confiance. Toi, tu as déclaré que c'était peut-être talentueux, qu'il n'avait jamais drafté. Il s'est blessé d'ailleurs, mais rien de grave apparemment. Il s'est blessé il a fait une super Summer League. Il a fait un match énorme contre les Kings en dernière journée qui était, voilà, ce joueur, il a dû battre plein les mains. Et c'est peut-être le joueur que j'ai le plus hâte de voir jouer pour cette nouvelle saison. Et du coup, pour vous, c'est quoi le 5 majeur? On va faire ça. Adrien, par exemple, ton 5 majeur, tu penses que ça va être quoi? Alors, Day One, Lillard, McCollum, Hood, Collins et Whiteside. Mais je pense que Stott va très rapidement se rendre compte que le choix le plus logique, ça serait de mettre Bazemore dans le 5. Et même Collins sur le poste 4, je suis pas sûr que ça le reste, même si voilà, c'est de l'amour que je ressens pour Zach Collins, mais je pense pas qu'il va rester très longtemps dans le 5. Tolliver, je pense que Tolliver pourrait rentrer en 5. Mais voilà, je pense pas que Collins va le rester, mais Day One, Lillard, McCollum, Hood, Collins et Whiteside. Et toi, Lilian, ton 5, balance. Je suis du même avis, de toute façon, ça va être le 5 Lillard, McCollum avec Hood, Collins et Whiteside. Après, je pense que Stott part dans l'idée de mettre Hood en titulaire au départ du training camp. Ça peut peut-être changer, mais en fait, je pense qu'il a trop peur d'aligner McCollum et Bazemore ensemble. T'as trop de déficit de taille sur les ailes et tu vas te faire transpercer, quoi. Alors, je dis pas que Hood est un défenseur d'élite, loin de là, mais rien que par sa taille et le fait aussi qu'il ait déjà joué avec le reste de l'équipe, ce que n'a jamais fait Bazemore. Ça va peut-être faciliter son insertion dans le 5. Après, pour Collins, j'ai envie de dire que c'est l'année ou jamais de le titulariser, en fait, parce que si on le titularisera pas là, on le fera jamais. Après, je suis pareil qu'Adrien, un peu, j'ai quand même des doutes sur Zach.
il a jamais prouvé. En fait, son gros problème, c'est qu'il peut pas rester sur le terrain, quoi. Il fait trop de fautes, il mord sur toutes les feintes, il saute partout parce qu'il a trop d'envie, il veut contrer tout le monde. Après, ça va comme il nous faut quand même quelqu'un qui puisse shooter à l'extérieur. Je pense que on pourrait voir Collins shooter de plus en plus à 3 points cette année. Sa mobilité, elle s'est améliorée l'année dernière et je pense qu'elle va encore s'améliorer. Il est de plus en plus à l'aise dans ses déplacements latéraux. Et surtout, je trouve dans cette NBA où on joue avec de moins en moins d'intérieurs, c'est assez intéressant de donner à Lillard la possibilité d'avoir 2 partenaires de pick and roll en fait. D'avoir 2 grands avec qui tu peux combiner, un qui reste un peu plus à l'extérieur, Collins, un autre qui va faire le bûcheron dans la raquette, Whiteside. Donc je suis intrigué par la titularisation de Zach Collins. J'espère qu'il va nous faire mentir, qu'il va avoir un bon niveau. La saison dernière, il avait plutôt bien commencé avant de s'écrouler. Donc à voir. Récemment, il s'est blessé la cheville, donc on va voir comment il va revenir. Mais en tout cas, on va partir sur ce 5-là avec Wood et Collins qui vont remplacer numériquement Harkless et Aminu. Moi, excuse-moi. Ouais. Je suis d'accord. Offensivement, Collins, c'est intéressant. Il peut stretch, il peut shooter. Ça, on l'a vu. Après, j'ai un problème, c'est défensivement. C'est quand tu vas jouer face à des 5 où ça va jouer petit, et Collins, c'est plus compliqué, quoi. En plus, il a pris du poids, donc quand t'as un peu père de 2m13 et 110 kilos, que tu te retrouves face à des postes 4 qui sont mobiles, ça va être compliqué défensivement. Après, je pense qu'on peut s'adapter aussi en fonction du match-up et limite peut-être faire débuter Edonia ou j'en sais rien, mais je pense que c'est un 5 qui est pas arrêté. Je pense que ça peut bouger aussi en fonction du match-up, parce que défensivement compliqué, surtout dans cette NBA moderne. Ok, parfait. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on parle de 2 jeunes joueurs pas très connus, Damian Lillard et McCollum, quelque chose comme ça. Non, bien sûr, nos 2 stars, Lillard et McCollum, qui ont tous les 2 prolongé. 2 belles prolongations, Lillard sur 4 ans, McCollum sur 3 ans. Un petit mot peut-être là-dessus. On va pas dire que c'est pas des grosses surprises, bien sûr, mais allez-y, prenez la parole. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 belles prolongations de nos 2 stars? Lilian? Bon, c'est tout à fait logique. Ils ont été récompensés de leur belle campagne de playoffs. Après, on a vu beaucoup de monde qui critiquait surtout le contrat de Lillard, qui est vraiment le contrat max du max, du fait de sa longévité dans la ligue et dans l'équipe. Mais en même temps, à Portland, on n'a pas vraiment le choix. On n'attire pas de grosses stars pendant l'été. Donc, tu es obligé de sécuriser tes 2 meilleurs joueurs, dont l'un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise. Donc, c'est logique. Surtout qu'ils ont quand même, je trouve, montré dans des registres différents, qu'ils ont encore progressé dans leur jeu. Lillard, notamment dans sa gestion de l'équipe tout au long de l'année. On avait souvent l'habitude de dire que Lillard, il se réveille post-All-Star Game et que le reste de la saison, il dort un peu. Moi, j'ai vraiment trouvé que la saison dernière, il a joué constamment à un niveau élite. Dès le début de la saison, il s'est mis au diapason de l'équipe et il a progressé dans sa gestion au niveau, c'est-à-dire que il a donné plus de responsabilités à ses coéquipiers, il les a plus mis en valeur mais en même temps, il savait se mettre en retrait et il savait réapparaître au moment où son équipe en avait le plus besoin. Et puis bon, voilà, il a fait une série face à OKC formidable. On a encore vu ses limites face à Denver, où il a tendance parfois à forcer, à foncer dans le tas dans ses drives. Mais on a vu du progrès. Et même chose pour McCollum, qui a été peut-être un peu plus en dedans tout au long de la saison régulière, mais qui a fait une superbe série de playoffs, lui, face à Denver. Ils se sont bien complétés sur le coup-là. Et donc, les prolongations des 2 sont plus que logiques. Très bien, très bien. Oui, comme tu l'as bien dit, hein, on est quand même un petit marché, donc pour gagner les stars, faut aligner un peu le portefeuille, hein, c'est un peu inévitable. Et puis bon, vu les exploits qu'il nous fait depuis qu'il est là, on peut être fier, heureux, et il mérite quand même son très très gros salaire, quoi qu'en disent certains. Écoutez, on a fait à peu près le tour des arrivées, des départs. Je sais pas, est-ce qu'il y a des
des choses que vous voulez évoquer, qu'on n'a pas parlé sur tel ou tel joueur ou sur les rotations, l'effectif, etc. Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez dire, Lilian ou Adrien? Bah, on peut peut-être évoquer brièvement Pascal Labissière et Gary Trent Junior. Oui, c'est vrai. Ils sont pas prévus pour l'instant qu'ils aient des minutes, mais on sait que tous les ans, Terry Stotts donne sa chance à un joueur un peu du bout du banc, et bon, soit il la saisit et il a des opportunités, soit il ne la saisit pas. Mais je pense que Gary Trent a montré de très belles choses en Summer League. Il a montré, je trouve, plus de maturité dans son jeu. Dans ses rares apparitions la saison dernière, il prenait souvent des tirs un peu casse-croûte. Il faisait souvent les mauvais choix. Mais là, j'ai trouvé qu'en Summer League, il a été plus intelligent, il a plus passé le ballon et il a surtout pris de meilleurs tirs et sa réussite était là. Après, Labissière, c'est un joueur qui a un énorme potentiel, mais qui, un peu comme à la manière d'Ezonia, n'a jamais trouvé sa place, malgré quelques flashs qu'on a pu voir aux Kings. Et je pense que dans la perspective où Collins pourrait de temps en temps avoir des problèmes de faute certains soirs, je pense que Terry Stotts n'hésitera peut-être pas à mettre Skal, qui a des qualités un peu similaires à Zach, qui a un très bon shoot extérieur, qui est athlétique et qui est long. Et donc, on pourrait peut-être voir ces joueurs-là obtenir quelques minutes au fil de la saison et obtenir une place dans la rotation. Skal, c'est un joueur qui a énormément de potentiel. En sortie de lycée, il était annoncé comme un des plus gros prospects. Voilà, il fait une saison à Kentucky qui est très décevante. Et après, il arrive en NBA et c'est un éternel espoir. Mais en fait, c'est quelqu'un je pense qu'il y a un souci de mentalité. Je pense pas que ce soit une question de contexte, comme c'est pas le cas pour Ezonia ou des mecs comme Whiteside. Je pense que il a pas ce truc, ce déclic, en fait, qui fait qu'il a envie de devenir une star et qu'il a envie de tout défoncer en NBA. Même, c'est un joueur qui a du basket plein les mains, c'est à la Labissière. Gary Trent Jr., lui, par contre, il y a une vraie progression qu'on a observée en Summer League cette année par rapport à l'année dernière. Et malheureusement, il joue au poste de garde. Et le garde, on l'a dit, on a Lillard et McCollum, mais on a Simons juste derrière, on a même Wood, Bazemore, etc. Donc c'est très compliqué. On sait que Stott fait pas beaucoup confiance au rookie. Donc c'est très compliqué pour lui. Je pense qu'il va du garbage. Je suis pas très optimiste. Par contre, on n'a pas parlé de Nassir Little qu'on a drafté en 24e position, je sais plus. Et lui, par contre, je pense qu'il aura ses minutes. On l'a dit. Il va y avoir des manques. Aminou et Arquette sont partis. Lui, c'est plutôt ce profil-là. C'est un 3 qui va défendre, qui est long, qui est athlétique. Et je pense que lui, par contre, aura sa chance. Moi, personnellement, j'y crois pas trop à Nassir Little. Bon, déjà, comme tu l'as dit précédemment avec Gary Trent, bon, maintenant qu'il y a un sophomore, mais il fait pas confiance au rookie. Et en fait, le problème avec Little, c'est que c'est surtout un athlète et c'est pas encore du tout un joueur de basket. Il sort vraiment d'une saison décevante à North Carolina où il jouait en sortie de banc, il avait des bribes de minutes et franchement, il pesait pas beaucoup dans l'équipe. Et en plus, il a un déficit au shoot. Alors, si c'est pour, bon, je vais peut-être être un peu méchant avec lui, avoir une version moins forte de moi Harkless, je vois pas trop l'intérêt de lui donner des minutes. Après, c'est sûr que c'est le profil qu'il nous faudrait pour défendre. Mais, à mon avis, il aura pas le temps de jeu. Non, mais c'est un profil qu'on n'a pas, tu vois. C'est un profil qu'on n'a pas, c'est un 3 qui va défendre et qui, voilà, il va rentrer, ça va être un chien, il va défendre. C'est un profil qu'on n'a pas, en fait. Donc, ouais, mais est-ce qu'il va apporter est-ce qu'il va apporter suffisamment au-delà de sa défense pour pouvoir rester sur le terrain, en fait? Je pense pas que, après, il sort d'une saison très compliquée à North Carolina, mais moi, de ce que j'ai pu voir, moi, je pense qu'il y a quand même une certaine marge de progression en attaque. Je pense pas qu'il soit aussi mauvais qu'on puisse le dire. Moi, je crois en Nassir Little. Après, voilà, ça va être dans un rôle où, voilà, on va lui demander de cavaler en contre-attaque, on va lui demander de défendre dur, mais il joue sur un poste où il y a les meilleurs attaquants de la ligue. Tu vas te retrouver, on va se retrouver face à des Kawhi Leonard, face à des Paul George, des Kevin Durant, des LeBron James et compagnie. On a qui pour défendre sur ces mecs-là, concrètement? Bah, après, je dis pas du tout qu'il est mauvais, hein, mais pour moi, c'est vraiment
Ouais, comme le fait Portland à chaque draft, c'est vraiment du projet long terme, où on n'attend pas forcément de lui tout de suite. Et je sais pas, est-ce que je préfère Hood, qui est un mec qui ça fait plus de 5 ans, même plus, qui a une expérience considérable dans la ligue, ou je préfère un rookie qui, d'accord, il est athlétique, mais je trouve que même en fait, il ne sent pas le jeu. Je trouve qu'il a des très mauvaises lectures. Et en fait, t'as beau être athlétique, mais si tu fais pas les bonnes lectures, et si t'as pas les bons instincts, t'es un boulet pour ton équipe, en fait. Ouais, bien sûr, mais ça, je pense que, oui, sur le long terme, mais après, Hood, pour défendre sur les gros postes 3, je suis pas emballé. Je pense que c'est celui qui peut, je pense que c'est celui qui a le plus pour remplacer, Aminou et Arclet. Je pense que, moi, je pense que je pense qu'il aura sa chance, après, il faudra qu'il la saisisse. Eh ben écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Écoutez, c'est un grand plaisir de parler avec vous des Trail Blazers, la plus belle franchise des États-Unis. Écoutez, je pense maintenant qu'on va espérer que les éditeurs soient nombreux, qu'ils nous fassent partager le plus possible notre petit podcast, Ripcast, le premier numéro, et puis peut-être redonner votre blaze à chacun de votre compte. Allez-y. Pour moi, c'est @BlazersFrance et vous pouvez également aller lire les articles sur le site de blazers.fr. Et pour toi, Adrien? Et pour moi, c'est BlazersFR, du coup, @BlazersFR. Ouais. Voilà. C'est un plaisir d'enregistrer ça avec vous, messieurs. C'est une première, soyez indulgents. Et voilà, si ça vous plaît, on refera ça, on reviendra. Et n'hésitez pas à nous faire des retours, surtout pour qu'on puisse s'améliorer. Exactement, n'hésitez pas à revenir vers nous, dire ce que vous avez aimé, pas aimé, vos avis sur ce qu'on a dit, et puis n'hésitez pas à nous partager, et puis surtout, let's go Blazers! Allez, salut! Bye bye!